Franchement, j'en reviens pas que ça fasse déjà plus de 6 mois depuis l'iPhone 12 Pro. En octobre dernier, juste avant le second confinement, je me souviens que j'étais super hype à l'idée de le recevoir, de découvrir le nouveau design et pour ma part de passer au modèle Pro de l'iPhone après un an avec l'iPhone 11 et son autonomie dantesque, mais son gabarit assez encombrant. Entre MagSafe, un nouveau design, une partie photo encore améliorée, un OS encore plus riche avec iOS 14 et surtout un écosystème de produits toujours plus vaste du côté de chez Apple, il est clair que l'iPhone n'aura jamais été meilleur qu'aujourd'hui, mais justement, c'est bien là qu'est son problème quelque part. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je voulais vous partager mes réflexions à long terme sur l'iPhone 12 Pro. Bon, après 6 mois avec cet iPhone, il y a des choses que j'apprécie encore à ce jour, et d'autres non, il faut avouer. Au rang des choses qui ne m'impressionnent plus, il y a les specs tout d'abord. 6Go de RAM, 128Go de stockage que je peine à remplir vu ma dépendance au cloud, et une puce A14 gravée en 5 nanomètres, surpuissante, c'est vrai, c'est les fondations de la puce M1 après tout, mais que j'exploite pas vraiment, puisqu'on parle d'un téléphone ici. Bien sûr, un smartphone performant et efficace, c'est super cool, mais ce que je veux dire ici, c'est que bon, il n'y a pas vraiment de révolution par rapport à l'A13 de l'année précédente. Petite complainte d'un mec qui teste souvent des smartphones Android par ailleurs, franchement, le 120 Hz on l'attend sur iPhone, très clairement. Alors oui, ça bouffe de la batterie, et oui, le 60 Hz est particulièrement bien géré sur iOS, ça reste confortable, mais bon, c'est un petit confort en plus justement, auquel on s'habitue vite, et j'espère que ça arrivera sur tous les iPhones de cette fin d'année. Le gros apport de la puce A14 au-delà des performances, c'était bien la 5G. Alors oui, il y a bien eu un effet Apple quelque part, dans le sens où je pense que le grand public est un petit peu plus sensibilisé à la question de la compatibilité 5G aujourd'hui, mais le fait est que personnellement, le seul contact que j'ai eu avec la 5G, c'était chez Free Mobile, et très clairement, chez Free Mobile, les débits de la 5G sont inférieurs à ceux de la 4G d'Orange. Je suis pas sponsorisé par Orange, mais je dis juste ça comme ça. Alors oui, la compatibilité c'est très cool, et oui, la 5G c'est le futur, et oui, la 5G va faire naître des usages qui justement auront besoin de la 5G, mais pour l'instant, disons que c'est simplement pas la panacée quoi. Le côté positif de la chose, c'est que bien sûr, avec la 5G et la surpuissante puce A14, on sent que cet iPhone est parti pour durer. En termes de specs, je dirais même que cette année aura été plus bénéfique pour la gamme standard de l'iPhone que pour la gamme Pro, étant donné que l'iPhone 12 bénéficie désormais du même écran et de quasiment tous les attraits techniques du Pro, tout en proposant une déclinaison mini pas forcément très successful sur le marché, mais attrayante pour les fans du genre. Bref, comme souvent les specs c'est bien beau, mais ça passe très rapidement à l'arrière-plan. Pour le coup, encore aujourd'hui, je ressens plus les effets du changement de design qu'autre chose. Cette année, Apple opère un retour au design industriel pur et dur en se basant sur les ébauches de l'iPad Pro pour épurer toute sa gamme de produits. Sur cet iPhone 12 Pro, ça se manifeste par un format de pavé aux arêtes bien affirmées, et il faut avouer, c'est l'expression la plus pure et simple de ce qu'est un smartphone, un écran tactile en façade et un boîtier pour l'accueillir. On peut déplorer un petit peu l'encoche comme d'habitude sur la face avant, mais bon, je vous avoue que personnellement elle est totalement passée à l'arrière-plan, j'y pense absolument pas, et en bonne déclinaison Pro, cet iPhone est taillé dans l'acier inoxydable, il offre donc une appréhension très luxueuse dans la main. C'est valorisant disons, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à sortir l'iPhone de sa coque quand j'arrive chez moi, histoire de l'admirer un petit peu. Parce que oui, vu la quantité de traces de doigts qu'il accumule sur ses tranches, la plupart du temps je vous avoue que je préfère utiliser une coque avec cet iPhone. Il y a non seulement cette histoire de traces de doigts bien sûr, mais aussi le fait que je me retrouve plus dans l'approche du design qui consiste à rendre familier et organique les smartphones et la technologie en général, plutôt que dans l'idée de les rendre luxueux, froids et précieux. C'est peut-être juste mon affection des pixels de Google qui s'exprime ici, mais enfin voilà, je préfère quand même mettre une petite coque histoire d'avoir un meilleur contact avec le téléphone en fait. Là où l'acier inoxydable est objectivement très bon par contre, c'est en termes de résistance aux petits chocs du quotidien. Va vraiment falloir y aller pour impacter l'intégrité d'un iPhone 12 Pro, d'autant que cette année, Apple a intégré le Ceramic Shield aux écrans des iPhones. Vous l'avez peut-être carrément oublié, mais c'était bien une des grosses nouveautés en octobre, un nouveau process de fabrication des écrans, désormais hybride de verre et de céramique, pour une meilleure résistance aux chutes et autres chocs. Je fais pas souvent tomber mon téléphone personnellement, ça m'est quand même arrivé une ou deux fois, et il faut avouer, effectivement, il n'y a aucune trace sur l'écran de mon iPhone 12 Pro. Bon, voilà, c'est juste cool qu'Apple se focalise sur la durabilité de ses appareils, à mon sens. Niveau design, à vous de voir en fonction de vos préférences esthétiques, comme d'habitude, mais objectivement, des iPhones plus résistants, avec un design moderne et cohérent avec le reste des appareils paumés, c'est très positif. Et justement, aux côtés du Ceramic Shield, l'autre nouveauté matérielle cette année, c'était MagSafe. Pour le coup, il faut avouer, c'est quand même rare que quand Apple implémente une nouveauté, il y ait si peu de débat autour d'elle. Et pour cause, si MagSafe n'a pas véritablement déchaîné les foules, c'est bien parce que c'est juste une petite solution pragmatique et pratique à un petit problème du quotidien. Là où l'AirPower entendait résoudre tous les problèmes de la recharge sans fil et la rendre parfaitement intuitive, MagSafe est plutôt une sorte d'hybride entre recharge sans fil et filaire. C'est juste une petite innovation maligne pour s'assurer que les bobines de recharge sans fil soient toujours parfaitement alignées, et en plus de ça, effectivement, ça permet de clipser
des petits accessoires au dos de l'iPhone. C'est plutôt pratique, je l'ai adopté pour ma recharge nocturne habituelle, j'utilise absolument plus le port Lightning, et mon chargeur MagSafe est désormais toujours posé sur ma table basse, tout simplement, ça fait le taf, ça me tranquillise quant au fait d'être sûr que mon iPhone ne va pas glisser du pad de recharge sans fil la nuit, et c'est un poil plus pratique que de tâtonner à 23h minuit pour trouver le port Lightning dans la pénombre, quoi. Disons que c'est juste, 10% plus confortable. J'avoue que j'ai pas eu la foi de dépenser 150€ dans le double support MagSafe de chez Apple, même si j'en perçois clairement l'intérêt, ne serait-ce que pour arrêter de transporter plusieurs câbles à chaque fois que je pars de chez moi. L'usage qui a vraiment trouvé sa place à mon sens, c'est dans la voiture. Alors certes, j'ai absolument pas le permis, mais on a vu apparaître pas mal de petits supports magnétiques comme ça, qui fonctionnent plutôt bien, qui permettent de simplement clipser son iPhone quand on rentre dans sa voiture, et celui-ci de chez ESR notamment fait très bien le boulot et garde bien l'iPhone en place. J'avais un petit doute là-dessus lors de la présentation, mais effectivement, ça fait bien le travail. J'avoue que j'ai été un petit peu déçu par les coques de chez Apple directement, par contre, avec leur spot, je pensais que les coques seraient désormais clipsables et qu'on pourrait les retirer en un geste fluide, mais absolument pas, ça reste des coques traditionnelles. Au moins on retrouve des modèles tiers compatibles MagSafe assez facilement aujourd'hui, ce qui est toujours ça de prix, et c'est vrai que c'est assez sympa. À part ça, MagSafe ce sont bien évidemment des docks de recharge sans fil, certains très élégants du côté de chez Belkin par exemple, ce sont des accessoires pour la photographie du côté de chez Moment, et la solution la plus intelligente que j'ai vue jusque-là, ce sont des mini batteries clipsables au dos de l'iPhone du côté de chez Anker. Mais juste, y a rien qui n'a vraiment dépassé le cadre des premières idées que j'ai pu avoir lors de la conférence personnellement. C'est cool, c'est une bonne alternative à la charge filaire, j'aurais aucun mal à me passer d'un port de recharge Lightning ou USB Type C désormais, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui personne ne m'en voudra si je dis que ça n'a rien de révolutionnaire. C'est une solution simple pour apporter un poil d'utilité en plus à l'iPhone et des revenus supplémentaires à Apple bien évidemment. Et justement, c'est là que l'iPhone commence à arriver au bout d'une chose, c'est un outil qui est tellement utile, tellement perfectionné qu'aujourd'hui il en devient irrémédiablement quelque peu ennuyeux. Ce qui fait la grande force d'Apple auprès du grand public, c'est que c'est une solution clé en main. Un iPhone, tu l'allumes, tu fous tes applications dessus et à aucun moment tu ne te poses de questions à propos de quoi que ce soit. Les nouvelles fonctionnalités d'iOS sont intuitives ou ne sont pas, tu peux avoir confiance en la politique de l'App Store pour n'avoir accès qu'à du contenu safe si ce n'est de qualité. Enfin bref, c'est un petit univers, un petit écosystème qui est rassurant, qui est tranquillisant. Après tout, c'est bien d'Apple qu'on parle ici, et fun fact, on m'a dit que quand tu veux utiliser le logo d'HomeKit dans la communication de ton entreprise, Apple te fait parvenir un document de 27 pages sur comment utiliser le logo HomeKit. Juste le logo, hein, rien d'autre. J'ose même pas imaginer le process par lequel doivent passer les développeurs d'applications iOS, mais voilà quoi, il faut reconnaître que ce soin au détail a souvent du bon pour l'utilisateur. Il y a qu'à voir des widgets intégrés à iOS 14, je doute que tout le monde les ait adoptés, c'est vrai, mais Apple contraint les développeurs à adopter un look et un comportement uniforme au sein des widgets, ce qui fait que peu importe ce que vous installez et ce que vous choisissez d'utiliser, vous ne risquez pas de vous retrouver avec une interface décousue. Même pour un fan de technologie comme moi, ce comportement clé en main et intuitif est appréciable intellectuellement parlant, disons, mais chaque année, il faut reconnaître que c'est la même histoire. Peu importe le modèle de l'iPhone que je prends, ça finit irrémédiablement par être un appareil que je laisse glisser à l'arrière-plan et au final, je préfère utiliser mes autres appareils Apple. C'est vrai, l'iPhone est un superbe outil, mais il n'a pas forcément les possibilités créatives immenses qu'on peut tirer d'un iPad, à condition de s'y investir un minimum. C'est vrai, l'iPhone est surpuissant pour un smartphone, mais je suis toujours plus impressionné par ce que je peux tirer de mon petit MacBook Pro M1, toute proportion gardée bien sûr. Et c'est vrai, l'iPhone a des milliers de fonctionnalités et il m'accompagne partout, mais il n'a pas vraiment ce côté doudou et toujours avec moi qu'a l'Apple Watch, qui elle prend carrément soin de ma santé, tout en étant impressionnante de par la compacité de la technologie qu'elle embarque. L'iPhone pour moi, c'est juste ce superbe socle de l'écosystème d'Apple, c'est presque une nécessité. C'est vrai, on le sait qu'il est génial, il est parfaitement fiable, il est toujours là quand on a besoin de lui, il est optimisé, il fait ce qu'on lui dit, mais la conséquence de cette immense fiabilité, c'est qu'il en devient presque trop sage, et donc irrémédiablement un petit peu ennuyeux. Bien sûr, tout ce que je viens de vous partager, c'est un point de vue de technophile, et oui, pour le grand public, c'est bien toute cette fiabilité qui fait la force de l'iPhone, et ce depuis sa sortie en 2007. Mais à côté de ça, je peux pas m'empêcher de me dire que du côté d'Android et de mon OnePlus 9 Pro par exemple, même si j'utilise pas toutes les possibilités de personnalisation qui me sont offertes, je peux pas m'empêcher de juste apprécier le fait qu'elle soit là. Quelque part, je suis juste enthousiasmé par le fait de pouvoir changer du tout au tout mon home screen si j'en ai envie, par le fait de pouvoir installer des émulateurs ou même simplement par le fait de pouvoir utiliser un écran externe avec mon téléphone via un port USB Type C. Bref, l'iPhone en vient presque à être trop excellent, trop bon dans ce qu'il fait, et si j'apprécie intellectuellement parlant ce raffinement qui me fait revenir mois après tout, je peux pas m'empêcher de me dire que ça vient avec un revers, comme toute chose bien sûr. Enfin bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite réflexion autour des iPhone 12 Pro vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé comme d'habitude, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie.
merci. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, salut.